Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Allez, sur Sud Radio, à 8h18, c'est l'heure du petit déjeuner politique des présidentielles avec notre invité ce matin, Christophe Castaner, président du groupe LRM à l'Assemblée nationale et soutien d'Emmanuel Macron. Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. La dernière ligne droite de votre candidat Emmanuel Macron, l'enquête autour de McKinsey, les plaintes contre l'État, ou en tout cas l'administration, dans les attaques meurtrières contre Samuel Paty, Yvan Colonna, l'appel au rassemblement dans la majorité, les derniers sondages. Commençons justement par l'appel d'Emmanuel Macron. En ce moment, au rassemblement, interview dans le Figaro ce matin, on l'a vu hier soir aussi sur TF1. Est-ce que ça signifie que le président se sent un peu en danger? Est-ce que vous ne regrettez pas d'ailleurs au passage qu'il n'ait pas fait davantage campagne, qu'il ne soit pas descendu dans l'arène? Ne soyez pas surpris, c'est la poursuite de ce qu'il a proposé aux Français dès 2016 et pour la campagne présidentielle de 2017, celle du dépassement politique et du rassemblement. Quand il nomme Édouard Philippe Premier ministre, c'est une surprise. Dans la Ve République, traditionnellement, c'est le chef de son camp politique, c'est son directeur de campagne qui est nommé Premier ministre. Là, non. Il choisit un homme qui n'a pas fait campagne pour lui et qui incarne déjà le dépassement politique. Ce dépassement politique, il doit se poursuivre et nous devons encore élargir la majorité dans la liberté de chercher systématiquement, quand on prend une décision, de savoir si elle est bonne pour les Français, pour la France ou pas. Et à l'inverse, on se libère de savoir si c'est dans le corpus idéologique de tel ou tel parti politique. Peu importe d'où l'on vient, quoi. Ah ben, vous savez, moi... C'est-à-dire que alors, vous pourrez accueillir, alors, par exemple, des gens qui viennent de chez Éric Zemmour, de chez Jean-Luc Mélenchon? Cela me semble assez peu probable compte tenu de la violence des attaques qu'ils mènent systématiquement contre Emmanuel Macron. Oui, mais ça, et d'ailleurs, c'est leur seul programme. Ben non, c'est pas la campagne, parce que depuis 5 ans, par exemple, vous citez Jean-Luc Mélenchon, je l'ai vu à l'Assemblée, je crois qu'il n'a pas une seule fois pendant 5 ans voté favorablement à un texte. Même d'ailleurs, quand par exemple, on a un texte sur les Ouïghours, vous voyez, c'est quand même un sujet qui devrait nous mobiliser, ben même sur ces sujets-là, la France Insoumise est contre. Ah oui, bon, on verra dans les... Mais vous êtes sûr, oui, aucun texte n'a été soutenu. Ah mais systématiquement, ils sont contre. C'est un principe pavlovien. Bon, on vérifiera. Alors, que ce soit aussi sur TF1 hier soir, comme dans le Figaro ce matin, Emmanuel Macron annonce, s'il est réélu, de nouvelles mesures, école, santé, autonomie, ou indexation, par exemple, des pensions de retraite dès cet été face à l'inflation. Mais alors, on se dit, pourquoi il n'engage pas ces chantiers plus tôt et pourquoi il ne le fait pas immédiatement? D'abord, nous avons fait beaucoup et un certain nombre d'engagements que nous avions pris ont été tenus. La suppression de la taxe d'habitation, globalement, une baisse de 52 milliards d'euros d'impôts dans notre pays sous ce quinquennat. Oui, c'est quelque chose. D'ailleurs, il y a beaucoup de collectivités locales qui se disent, qui essaient de rattraper avec cette baisse de la taxe d'habitation en faisant augmenter les impôts et les taxes sur autre chose. Permettez-moi de compléter votre propos. Oui. La taxe d'habitation supprimée pour les Français a été compensée à l'euro près et même indexée positivement pour l'ensemble des communes. J'étais maire pendant 16 ans et je sais vraiment ce dont je parle. Et si aujourd'hui il y a des augmentations de la taxe foncière, ça n'est pas lié au fait que les Français ne payent plus la taxe d'habitation, c'est lié à des décisions politiques que les maires doivent assumer. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand on a baissé de 52 milliards d'euros les impôts des Français et des entreprises, nous sommes crédibles à dire qu'on va baisser de 15 milliards d'euros supplémentaires. Et ensuite, il y a le sujet de l'indexation des retraites. Vous avez raison, c'est un sujet important. Nous étions dans une économie du moment. Voilà, nous étions dans une économie avec une faible inflation et très régulièrement les gouvernements précédents ont rogné sur l'indexation automatique. Hier, Emmanuel Macron a confirmé que dès le mois de juillet, nous ferons en sorte que nous puissions indexer à l'inflation que nous connaissons, qui est une inflation élevée, pour que les retraités dans ce pays n'aient pas de perte brutale de pouvoir d'achat. Bon, et donc, mais il faut attendre quelques semaines. On ne pouvait pas le faire immédiatement. Non, mais quelques semaines et nous irons le plus vite possible. Je vous assure. Mais je vous fais une proposition parce que je suis président du groupe majoritaire. Si Emmanuel Macron était réélu et qu'il nous demandait de revenir siéger avant même les échéances politiques pour une mesure de ce type-là, moi je serais le premier à mobiliser mes troupes pour venir siéger à l'Assemblée. Bon, voilà, mais là c'est un peu tard. Cette dernière ligne droite aussi de la campagne est percutée par l'affaire McKinsey, l'ouverture d'une enquête judiciaire pour soupçon d'évasion fiscale. Alors ça ne porte pas sur le bien fondé du choix politique ou pas, mais est-ce que ça souligne quand même un manque de vigilance du gouvernement dans cette affaire? Il y a deux choses. Il y a le fait que l'État, les collectivités locales, j'ai dit que j'étais maire et je faisais appel aussi à des prestataires extérieurs, puissent, dans une mesure raisonnable, il faut qu'elle soit raisonnable, faire appel à des prestataires extérieurs. Et puis il y a l'organisation fiscale. Et donc si McKinsey a fraudé, il faut que McKinsey soit sanctionné. Et donc là-dessus, à la fois il y a une enquête fiscale qui est menée dans les services de Bercy, il y a aujourd'hui le parquet national qui s'est saisi aussi de ce sujet. Et donc s'il y a des sanctions à prendre, nous les prendrons. Mais je voudrais quand même vous préciser que l'année dernière, dans le cadre des contrôles fiscaux sur les entreprises dans notre pays, nous avons atteint des records de redressement fiscaux parce que c'est
c'est un combat qu'il nous faut mener pour tout le monde et pas seulement sur l'affaire du moment. Y compris l'État, quoi. Quand de façon systématique. En tout cas, avec des contrats passés. Ce qui est un peu étonnant, c'est que finalement, cette enquête, ça va se poursuivre sous le contrôle de Bercy. Quand même. D'abord, il y a une enquête fiscale qui est menée, c'est normal que ce soit Bercy qui l'amène, mais il y a aussi, du coup, la saisine du parquet financier qui va vérifier aussi cela. Et donc, ça nous permettra d'y voir clair. Il faut faire la transparence sur ce sujet. Ensuite, il faut agir. Et sous présidence française, la vraie difficulté, ce sont ces entreprises qui ont des sièges à l'étranger. C'est sous présidence française, sous l'impulsion de Bruno Le Maire et d'Emmanuel Macron, qu'il y aura une fiscalité sur toute l'Europe pour ces entreprises avec un minima de 15% de fiscalité pour éviter l'organisation d'une évasion fiscale. Oui. Est-ce que pourquoi confier encore des missions à un cabinet de conseil étranger? Parce que il arrive très régulièrement que dans notre administration, pour des missions ponctuelles, vous n'ayez pas forcément la ressource. Alors que ce soit des cabinets étrangers, alors ça a été des ponctuels de plus en plus réguliers quand même. Quoi. Oui, quand on voit en fait 850 millions au total pour McKinsey, là c'est beaucoup quand même. C'est nettement moins qu'il y a 10 ans sous présidence de Nicolas Sarkozy, qui avait fait la RGPP, qui faisait beaucoup plus appel à des prestataires extérieurs. Ça représentait moins en termes de volume, quand même. Alors, si vous voulez être très précis, c'est à peu près 0,27% de la masse salariale de l'État. Mais vous savez, quand par exemple vous devez mettre en place une organisation numérique dans l'urgence ou d'un ministère, vous faites appel à des prestataires extérieurs. Quand vous êtes maire et que vous faites le plan local d'urbanisme, cet acte essentiel dans la commune, vous faites systématiquement appel à des prestataires extérieurs parce que vous n'allez pas recruter. Pourquoi ? Parce que en interne, on n'a pas les compétences aujourd'hui, notamment dans notre administration. Mais sur des hyper spécialistes dont vous avez besoin pendant un temps réduit, je pense que ce serait de mauvaise gestion que d'embaucher des fonctionnaires pour les 40 ans qui viennent, alors que vous avez besoin d'une spécialité à un moment donné. Mais il peut y avoir des abus, il peut y avoir des dérives, il faut les contrôler, les sanctionner. Et d'ailleurs, dans la loi de finances de 2022 que nous avons votée au Parlement, il y a un objectif de baisse de 15% en volume de l'appel à des prestataires extérieurs pour l'État. Oui. Il y a une affaire qui est un peu choquante là. L'opinion hier, j'ai vu, a été choquée par ça. C'est cette histoire en fait sur l'enfance où on a demandé une mission de réflexion donc à Boris Cyrulnik et dans le même temps on a payé un cabinet de conseil alors que lui il était obligé de payer les défraiements etc. des gens de sa mission. C'est choquant ça ou pas? Alors écoutez, je vais être honnête avec vous, j'ai vu ça dans la presse hier, j'ai pas d'éléments de fond et donc je veux pas commenter quelque chose que je ne maîtrise pas. Et donc voilà, après j'ai vu que Boris Cyrulnik était pas content et comme j'ai un immense respect pour son travail, je pense qu'il a des raisons de pas être content. Oui, il y a des plaintes contre l'État, l'administration, dans deux affaires distinctes. Je le disais tout à l'heure, la mort de Samuel Paty ainsi que celle d'Ivan Colonna. Il y a une mauvaise organisation, il y a des défaillances dans notre administration là. Vous savez, l'administration française, elle est quand même de très bon niveau, de très bonne qualité. J'ai été ministre de l'Intérieur, j'ai été à la tête d'un ministère qui sait faire face à des crises exceptionnelles et qui sait faire face de façon exceptionnelle. Mais il peut arriver que l'État soit défaillant. Ce qui s'est passé pour Ivan Colonna à la prison d'Arles est anormal. Il aurait dû être protégé et il est assassiné dans la prison. C'est effectivement quelque chose de grave. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Des enquêtes sont ouvertes. Ensuite, il faut faire attention à dire tout et n'importe quoi. Par exemple, j'ai vu que Jean-Luc Mélenchon, hier, sûrement pour acheter quelques voix en Corse, a expliqué qu'il reconnaîtrait la responsabilité de l'État dans le crime d'Ivan Colonna. J'ai pas le souvenir que ce soit exprimé aussi fortement au moment de l'assassinat du préfet Erignac. Parce qu'il faut quand même rappeler ce qui s'est passé. Le préfet Erignac, il a été assassiné par quelqu'un qui a été condamné pour cela, Monsieur Colonna, d'une balle dans la tête et de 2 balles dans la nuque quand il était au sol. C'est aussi cela la réalité. Bon, mais en tout cas, ce que vous dites quand même, c'est qu'il y a des choses en fait à revoir avec notre administration là, incontestablement, y compris des responsabilités. Souvent, on l'a dit, on met souvent la poussière sous le tapis, ou alors on n'alerte pas de vague, quoi. C'est ce qui s'est passé aussi autour de Samuel Paty, sans doute. Quoi. Il y a des attention sur Samuel Paty, n'instrumentalisons pas cela. Les faits sont tellement graves qu'ils ne doivent pas devenir une affaire politique. Il n'empêche que la famille a besoin d'avoir la transparence, l'information, et si c'est nécessaire dans le processus de deuil, je les soutiens totalement dans ce schéma-là. Mais l'administration fait beaucoup et bien. Il lui arrive de commettre des erreurs, et donc nous devons les évaluer, les corriger, et s'il y a des fautes, les sanctionner. Oui. Qu'on revienne, que ce soit ces histoires ou celle du parquet national financier sur l'affaire McKinsey, est-ce que c'est opportun cette semaine? Vous y voyez une manipulation quelque part ou pas?
Écoutez, c'est pas le sujet. La présidente. Non, mais beaucoup s'interrogent. Non, mais alors. C'est dans la dernière ligne droite. Vous savez, qu'est-ce que vous dites? Je vais rebondir sur vos mots. L'affaire McKinsey. Quand vous regardez le sujet, justement, de ces bureaux d'études qui travaillent pour l'État et les collectivités, McKinsey est un tout petit dans l'ensemble. Et pourtant, c'est devenu l'affaire McKinsey. McKinsey est cité 477 fois dans le rapport de la sénatrice communiste Assassi qui présidait la commission d'enquête sur ce sujet. Donc, on voit bien qu'effectivement, il y a sur ce sujet une volonté de faire monter la mousse. C'est le propre d'une commission d'enquête au Sénat, nous nous sommes habitués. Il n'empêche... il y a aussi des gens de chez McKinsey qui ont travaillé sur la campagne d'Emmanuel Macron, donc on peut s'interroger à un moment donné dans la promesse. Il n'y a pas des gens de chez McKinsey, il y a des gens qui dans leur vie professionnelle ont pu travailler chez McKinsey ou dans une banque. Moi, dans ma carrière personnelle, j'ai été à la direction juridique de la BNP il y a quelques années, et puis j'ai travaillé comme chauffeur-livreur dans un groupe de grande distribution quand j'étais plus jeune. Donc voilà, remettons les choses à leur place. Oui, bon, d'accord, mais tout de même, là, c'est assez direct, quoi, entre McKinsey, à qui on confie... Non, c'est pas direct, je peux pas vous laisser dire ça. Je veux dire, McKinsey n'a jamais été un prestataire ni de la campagne d'Emmanuel Macron de 2017, ni de la campagne d'Emmanuel Macron en 2022. Il faut que les choses soient claires. Ne laissez pas naître un doute, parce que je sais comment les fake news peuvent se développer. Il n'y a aujourd'hui aucun lien. Il peut y avoir de la manipulation dans tous les sens. Mais c'est pour ça. Mais en l'espèce, il n'y a pas de manipulation quand je vous dis que McKinsey n'a pas eu de mission dans la campagne et n'a pas de lien ni avec la majorité présidentielle, ni avec Emmanuel Macron. Oui, Christophe Castaner, une question abordée par certains de vos adversaires qui vous le reprochent, la sécurité. Vous n'avez pas trouvé les réponses pendant ce quinquennat? D'abord, nous avons trouvé les moyens que d'autres n'étaient pas capables de trouver. J'ai le souvenir que ceux qui nous donnent des leçons, je pense à monsieur Ciotti par exemple, était déjà le monsieur sécurité d'un parti politique qui a supprimé 12 500 policiers et gendarmes. Nous avions pris un engagement, recruter 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Nous avons tenu cet engagement. Il y a des combats que nous avons menés en matière de lutte contre les stupéfiants. Vous savez combien le ministre de l'Intérieur actuel est mobilisé, et je suis le ministre qui a changé en profondeur notre stratégie de lutte contre les stupéfiants avec de vrais résultats. Bon, les vrais résultats, pas si évident que ça. Hein. C'est ce que le disent. On recevait des spécialistes cette semaine qui disent non. Quand on regarde en fait les chiffres, quand vous regardez en volume de perquisition, les grosses affaires de la cage d'escalier à l'international, la création de l'OFAST au niveau national a permis d'améliorer notre système. Est-ce que le combat est gagné? Évidemment non. Quand vous regardez les statistiques sur les cambriolages, sur les vols de voitures, les vols dans les voitures, ils sont en baisse significative depuis plusieurs années. Mais est-ce que nous avons tout réussi? Non. Et nous devons continuer à améliorer cela, que ce soit la question de la sécurité, mais que ce soit aussi la question de la justice, avec des renforts de moyens et des sanctions nécessaires. Oui, vous avez cité Jean-Luc Mélenchon parmi les adversaires, pas Marine Le Pen. Pourquoi? Non, mais je peux aussi. Vous savez, je construis mon engagement politique. Non, mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui est bien l'adversaire d'Emmanuel Macron. Non, mais c'est parce que le sujet nous a amené sur cela, et vous avez raison de m'y inviter. C'est pas parce que Marine Le Pen s'est drapée d'une cape de banalité depuis quelques mois qu'elle a changé en profondeur. Elle reste la représentante d'une extrême droite en France, mais surtout, elle est quelqu'un qui prétend à être président de la République en proposant tout et n'importe quoi. C'est-à-dire? Bien sûr, il y a des propositions chiffrées cette fois qui ont été examinées sur le social, qui tiennent plus la route, quoi. Non, tous les journalistes. Elle a changé sur les retraites, par exemple. Elle est passée à 62 ans. On n'a pas bien compris sur les retraites ce qu'elle propose, mais tous les journalistes qui ont eu l'occasion d'évaluer et les spécialistes d'évaluer, je vous parle pas de mon avis à moi, son programme disent qu'il est insincère et pas chiffré. C'est simple. Elle promet une baisse des charges, une baisse de la TVA, une baisse d'impôts, plus de dépenses dans les services publics, pas d'efforts sur la retraite, voire même un recul sur l'âge de la retraite. Et tout ça sans augmenter les impôts. C'est faux, c'est un mensonge, c'est une fake news. Oui, brièvement, Christophe Castaner, est-ce que vous imaginez encore un moment qu'Emmanuel Macron ne puisse pas être au second tour? Mais avant qu'une élection soit faite, il ne faut pas présumer du résultat. Moi, je suis totalement engagé. J'étais hier soir à Tours, avant-hier à Lyon. Je serai ce soir à Aix-en-Provence. Nous sommes nombreux sur le terrain à mener la campagne. Il y a un risque, c'est ce que l'on se dit dans le camp d'Emmanuel Macron ou pas? Mais il ne s'agit pas d'être fébrile. Vous savez, en politique, il faut être ni arrogant ni fébrile. Oui, bon. Donc, mais il y a un doute, quoi. Mais il y a un combat, le combat de faire en sorte que nous puissions être en tête au soir du premier tour et qu'Emmanuel Macron soit réélu, ce qui, je vous le rappelle, depuis le général de Gaulle, hors cohabitation, n'était jamais arrivé. Est-ce que c'est un homme de gauche, Emmanuel Macron? Mais moi je suis quelqu'un qui vient de la gauche, mais nous portons un projet politique qui s'appuie sur une inspiration de droite, sur une inspiration de gauche, et puis donc il n'est pas de gauche. Mais
le sujet n'est pas savoir Non, mais si Carole lui-même... Delga, à ce micro, il y a 2 jours, disait que ce n'était pas un homme de gauche. Oui, Même s'il vient des rangs de la gauche. Et Carole Delga revendique certainement d'être de gauche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si, par exemple, la solidarité à source, c'est une mesure de gauche ou pas. Moi, je pense que c'est une bonne mesure. Par exemple, l'interdiction des entreprises de distribuer des dividendes si elles n'ont pas mis en place dans l'entreprise un système de partage du profit avec leurs salariés. Est-ce que c'est de gauche? Est-ce que c'est de droite? J'en sais rien, mais je sais que c'est une bonne mesure. Un dernier mot. Si Emmanuel Macron est réélu, est-ce qu'il y aura une dissolution anticipée de l'Assemblée nationale dès ce mois d'avril, comme ça a été évoqué? Je ne l'ai jamais cru et il a confirmé hier que ce ne serait pas le cas. Non, mais ça pourrait être... Non, mais il a confirmé hier que ce ne serait pas le cas. Oui. Mais pourquoi ça a circulé? Parce que c'était quand même une hypothèse ou pas? Parce que pour aller plus vite? Ça a été une hypothèse de travail poussée par certains. Le président du groupe majoritaire que je suis y était défavorable. Et donc le président a confirmé que s'il était réélu, il ne bouleverserait pas le calendrier institutionnel. Respect du calendrier. Merci Christophe Castaner, soutien d'Emmanuel Macron et président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale.